Le réseau hydrographique de Watermal-Boitsfort était en fait structuré par deux grands ruisseaux, un qui est plus grand que l'autre, qui est la Holue, qui a elle-même un affluent qui est le Watermalbeek ou Veeuwij de Beek, et qui coulait plutôt du côté du hameau de Watermal. Par ce qui correspond aujourd'hui à la rue des Pêcheries, plus ou moins, rejoint le territoire de Ouderghem et se jette là dans la Holue. Et la Holue, de son côté, elle a différentes sources. La Heiligebor en est une, la Wolvenbor en est une. Il y a des sources en amont des enfants noyés. Et alors il y a des sources sous le grand étang, qui alimentent en fait le grand étang de Boitsfort. Dans la région bruxelloise, les plus anciens villages s'installent à mi-hauteur du versant, donc pour se mettre à l'abri des inondations. Et notamment l'église Saint-Clément ici, elle n'est pas tout à fait dans le fond de la vallée, elle est un tout petit peu au-dessus. Mais dans une deuxième phase, on va voir les installations descendre dans le fond des cours d'eau, liées notamment à la maîtrise de l'énergie hydraulique. Les complexes techniques, technologiques changent fondamentalement les rapports à l'eau et aussi l'implantation des villages en fait. Et donc Boitsfort est probablement lié à cette capacité à maîtriser davantage les eaux. Le moulin de Boitsfort, dont la première mention c'est 1270, est probablement le signe qu'il y a vraiment cette conquête des fonds de vallée qui est à l'œuvre, parce qu'en fait on arrive à maîtriser davantage le fil des eaux. Et donc les moulins sont non seulement des adjuvants du travail humain, et aussi les viviers, donc les étangs, sont aussi en fait des régulateurs des inondations. Et donc ces viviers sont créés au XIIIe, XIVe siècle à des fins directes d'alimentation, en particulier la pisciculture de la carpe et un petit peu du brochet. Et donc autour de l'hydrographie de la Holue, qui a été fortement transformée par la création de chapelets d'étangs considérables, il y a tout un corps d'ouvriers, de travailleurs qui sont liés à l'entretien de ces étangs. C'est une entreprise qui demande énormément de manutention. Mais en fait, la carpe n'est pas un poisson indigène chez nous. Elle est amenée d'Europe centrale volontairement pour être élevée dans des zones de pisciculture. Et donc ces viviers, c'est pour ça qu'ils sont créés au XIIIe, XIVe siècle, c'est parce qu'en fait la carpe arrive et avec elle toutes sortes de techniques de pisciculture qu'on ne connaissait pas ici avant. Et cet engouement va multiplier en fait les pièces d'eau sur des ruisseaux autour de Bruxelles, puisque la ville est une grande demandeuse en produits alimentaires et donc c'est souvent à proximité des villes qu'on va voir ces chapelets d'étangs qui vont être construits, et plus encore pour les familles aristocratiques et la cour du duc de Brabant, parce qu'elle est associée à un certain prestige. Et donc avoir de la carpe à sa table, c'est quelque chose de nouveau, de neuf, qui fait une distinction sociale. Et donc la carpe va être produite en masse pour alimenter les tables, les cuisines de la cour du duc de Brabant. Et donc il faut s'imaginer qu'une cour à cette époque-là, c'est des centaines de personnes qu'il faut nourrir tous les jours. Donc la production de la carpe sur l'exploitation ducale des viviers de Boitsfort vont produire de 700 à 1000 carpes annuellement. Mais il faut dire qu'en fait, ce n'est pas la seule exploitation de pisciculture dans la région. Donc il y en a à Ouderghem, il y en a à Saint-Josse. On a calculé que ça pouvait faire jusqu'à 13 à 15 000 carpes par an pour alimenter les cuisines ducales. À côté des seigneurs laïcs, il y a aussi le rôle des abbayes, des couvents, qui pratiquent en fait le même genre d'aménagement du territoire en construisant des viviers dans lesquels on élève la carpe. Les plus proches ici, c'est le ruisseau du Rouge-Cloître, qui est une succession d'étangs de pisciculture. Et c'est d'autant plus important pour les abbayes d'avoir du poisson, c'est qu'à l'époque médiévale et à l'époque moderne, on est astreint à des conduites alimentaires qui sont liées à la liturgie. Tous les vendredis, il faut faire jeûne. Ce n'est pas un jeûne absolu, mais en tout cas, c'est pas manger de viande, pas manger de graisse. Et donc le poisson est un aliment qui est autorisé le vendredi, même si c'est un jour de viande. Et dans les abbayes, on a pu mettre en évidence que si on respecte à la lettre le calendrier liturgique, en fait, on fait jeûne 2 tiers de l'année. Donc on comprend mieux l'importance du poisson dans cette alimentation médiévale et en particulier dans les institutions religieuses. Tous ces étangs, qui ont été très très nombreux jusqu'au fin XVIIIe siècle, vont peu à peu disparaître sous l'effet, d'une part, c'est que la pisciculture va être progressivement remplacée par des approvisionnements plus lointains. Donc les poissons de mer arrivent plus facilement en ville. Et puis aussi sous l'effet de l'urbanisation progressive, c'est-à-dire que
La campagne s'efface au profit d'une ville qui est en grande croissance au XIXe siècle et qui a besoin de nouveaux terrains. Et donc, un certain nombre d'étangs qui restent aujourd'hui, surtout dans la vallée de la Holue, sont des réminiscences de ces étangs médiévaux. En revanche, l'étang qu'on a ici derrière nous, ce n'est pas un héritage médiéval. C'était des fonds humides, c'était des pâtures pour le bétail, mais ce n'était pas stricto sensu un étang. En fait, cet étang-ci, il a plutôt été aménagé au XIXe siècle. Pour la pêche, on pourrait dire la pêche du dimanche. La pêche devient un complément alimentaire pour les ouvriers notamment, et donc il y a beaucoup de clubs de pêche qui se créent. Il y a aussi une vision assez morale de la pêche comme étant un loisir sain qui éloigne les ouvriers du cabaret et que donc on encourage. Et puis il y a un autre milieu aussi qui va profiter de la présence de ces étangs, c'est le milieu de la pêche sportive qui est un peu plus tardif. Donc plutôt première moitié XXe siècle. C'est des gens qui se profilent comme ayant des techniques de pêche plus avancées, des techniques sportives, qui forment des clubs avec des trophées, etc. Le Casting Club de Belgique va trouver refuge d'une certaine manière aux étangs Mélarts. Et puis à un moment donné, ils décident de déménager, ils organisent des concours de pêche à l'étang Tenreuk. Et donc là, il y a aussi une nouvelle fonction en fait de ces étangs qui va apparaître. Et quelque part, cette dimension pêche du dimanche, promenade et pêche sportive vont contribuer en fait à ce que cette vallée garde en partie le caractère de paysage travaillé au Moyen Âge.